Une veuve reçoit ses fils dans une maison face à la mer. Ils viennent la soutenir. Ils parlent de leur père disparu. Ils essaient de comprendre comment un homme peut partir en canoë un matin, ne jamais revenir, et ne laisser derrière lui qu'une pagaie, une embarcation brisée et une absence impossible à refermer. Leur mère les écoute, et à quelques mètres d'eux, derrière un mur, leur père écoute aussi. Il n'est pas mort. Il n'a jamais été emporté par la mer. Il vit dans la maison voisine, caché dans une petite pièce reliée au domicile familial. Pour l'administration, pour les assurances, pour le coroner, pour ses amis et même pour ses propres enfants, John Darwin est un homme décédé. Mais le soir, quand les visiteurs sont partis, il peut retrouver sa femme. Cette femme s'appelle Anne Darwin. Pendant plus de 5 ans, elle va être officiellement la veuve d'un homme qui vit à côté d'elle. L'histoire paraît sortie d'une comédie noire. Elle contient un canoë rouge, une porte dissimulée, l'identité volée d'un bébé mort, un projet de nouvelle vie au Panama et une photographie retrouvée grâce à une recherche sur Internet. Mais derrière l'absurdité, il y a une fraude longue, méthodique et surtout une violence intime. Car pour faire croire au monde que John Darwin est mort, le couple doit convaincre les 2 personnes qui ont le plus de raisons de souhaiter son retour, leur fils. C'est là que l'affaire cesse d'être seulement invraisemblable. Elle devient tragique. Pour comprendre comment un homme a pu vivre à côté de sa propre veuve, il faut aller dans le nord-est de l'Angleterre, à Seaton Carew, une station balnéaire posée sur la côte de la mer du Nord, près de Hartlepool. Au début des années 2000, John et Anne Darwin donnent l'image d'un couple ordinaire. Ils sont mariés depuis 1973. Ils ont 2 fils adultes, Mark et Anthony. John a longtemps enseigné les sciences et les mathématiques. Il a aussi travaillé dans une banque, puis comme gardien à la prison de Holm House. Anne a notamment été réceptionniste dans un cabinet médical. Ils ne ressemblent pas à des aventuriers internationaux. Leur décor renforce cette impression de normalité. Seaton Carew est un lieu où les maisons regardent directement la mer. La promenade longe la plage. Les habitants se connaissent, au moins de vue. Un homme qui sort avec un canoë n'a rien d'exceptionnel. Mais dans une petite communauté, disparaître sans laisser de traces signifie aussi laisser les voisins, les collègues et les sauveteurs fabriquer leurs propres explications. John aime les projets. Au fil des années, le couple investit dans l'immobilier locatif. Il achète plusieurs maisons et transforme certains bâtiments en chambres à louer. L'idée paraît raisonnable. Acquérir des biens, percevoir des loyers, construire progressivement un patrimoine. Puis les emprunts s'accumulent. Les taux et les remboursements pèsent. Les logements rapportent moins que prévu. John et Anne possèdent des maisons, mais manquent de liquidité. Leur patrimoine, qui devait les enrichir, menace de les entraîner vers la faillite. À Seaton Carew, ils ont acheté 2 grandes propriétés voisines, face à la mer. L'une sert de domicile familial, l'autre est divisée en logements. Cette proximité va bientôt devenir l'élément central du mensonge. Au printemps 2002, la situation financière est critique. Le tribunal apprendra plus tard que, 6 jours avant la disparition, une banque a refusé au couple un prêt de 20 000 livres. Accepter la faillite signifierait perdre une grande partie de ce qu'ils ont construit. John imagine une autre solution. Il propose de mourir. Pas réellement, administrativement. S'il disparaît en mer, Anne pourra devenir veuve. Les assurances et les régimes de retraite pourront verser de l'argent. Les dettes pourront être remboursées. Les maisons pourront être sauvées. La logique est froide, presque comptable. Remplacer une faillite par un décès. Anne affirmera plus tard que l'idée venait de son mari, qu'elle l'avait trouvée absurde et qu'elle avait voulu choisir la voie légale. Elle dira aussi avoir subi son ascendant et sa capacité à la rabaisser. Le ministère public soutiendra au contraire qu'elle a joué un rôle essentiel dès le commencement. Le jury rejettera finalement sa défense de contrainte conjugale. Ce qui est établi, c'est que le plan est exécuté. Le 21 mars 2002, John Darwin est vu en train de mettre son canoë à l'eau depuis la plage de Seaton Carew. La mer du Nord est froide. Le littoral peut être dangereux. Un homme seul dans une petite embarcation peut disparaître rapidement.
John ne se présente pas à son travail. Dans la soirée, Anne signale sa disparition. L'alerte déclenche une vaste opération de secours. Des équipages de la Royal National Lifeboat Institution sont mobilisés. Des sauveteurs, les gardes-côtes et la police cherchent un homme qui pourrait être en train de lutter pour sa vie. Ils scrutent la mer et le rivage. Une pagaie est retrouvée, puis les restes du canoë rouge apparaissent sur la côte. Il n'y a pas de corps. La recherche n'est pas une formalité. Des bénévoles quittent leur domicile en pleine nuit. Des embarcations inspectent une zone immense. Les équipages doivent envisager qu'un homme blessé s'accroche encore à un objet flottant, ou qu'il ait été poussé plus loin par les courants. Chaque heure compte. Pour ceux qui participent à l'opération, la disparition est réelle, urgente et potentiellement mortelle. Pour les sauveteurs, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de mort. En mer, un corps peut ne jamais être rendu. La famille reste alors suspendue entre l'espoir et l'évidence. Sauf qu'ici, l'homme recherché est vivant. Selon les éléments présentés au procès, Anne a conduit John jusqu'à une gare après sa fausse disparition. Il passe ensuite un court moment loin de Seaton Carew. Les récits publiés divergent sur la durée exacte et sur certains détails de cette période. Mais bientôt, il revient près de chez lui. Pas officiellement, pas sous son nom. Il s'installe dans un logement du bâtiment voisin. Entre les deux propriétés, un passage permet de circuler discrètement. Plusieurs récits décrivent une ouverture dissimulée derrière une armoire. John peut ainsi rester dans la maison d'à côté, puis rejoindre Anne lorsque personne ne regarde. Le dispositif est rudimentaire. Il fonctionne pourtant. John doit apprendre à occuper sa propre vie sans y apparaître. Il laisse pousser sa barbe. Il évite les fenêtres et les horaires où les voisins peuvent le reconnaître. Il peut sortir avec prudence, mais chaque rencontre comporte un risque. Un ancien collègue, un locataire, un passant attentif pourrait suffire à faire tomber le scénario. Plusieurs personnes affirmeront d'ailleurs l'avoir aperçu. Un locataire aurait même reconnu l'homme supposé mort. Mais une ressemblance n'est pas une preuve, et une histoire aussi improbable décourage parfois celui qui la soupçonne. Dire à la police qu'un noyé habite la maison voisine peut sembler plus absurde que se taire. À l'extérieur, Anne est une femme dont le mari a probablement péri en mer. Elle répond aux questions. Elle reçoit les marques de sympathie. Elle accompagne ses fils dans leur deuil. À l'intérieur, elle sait que John est vivant. Le paradoxe est presque difficile à concevoir. Le couple partage désormais deux réalités. Dans la première, John n'existe plus. Dans la seconde, il dort à quelques mètres, s'occupe des finances et attend que la vie ordinaire reprenne autour de sa disparition. Mark et Anthony, eux, ne connaissent que la première réalité. Ils cherchent à comprendre. Ils consultent des informations sur les personnes disparues. Ils reviennent voir leur mère. Ils parlent de leur père dans une maison où leur père peut parfois les entendre. John aurait insisté pour écouter leurs appels téléphoniques lorsque sa femme leur parlait. Les témoignages décrivent un homme capable de manquer à ses enfants, tout en continuant à leur imposer son absence. Il ne peut pas se montrer. Il ne peut pas ouvrir une porte et leur dire qu'il est revenu. Le mensonge financier exige qu'il continue à souffrir. Pendant ce temps, la procédure administrative suit son cours. Lorsqu'une personne disparaît sans corps, la mort n'est pas automatiquement reconnue. Il faut des preuves, une enquête, parfois une longue attente. Dans le cas de John Darwin, la découverte du canoë et les circonstances maritimes permettent la tenue d'une enquête du coroner. Le 10 avril 2003, un verdict ouvert est rendu. Un certificat de décès est délivré. Sur le papier, John Darwin est mort le 21 mars 2002. Le document ne constate pas seulement une absence. Il produit des effets très concrets. Anne peut présenter la preuve officielle du décès aux organismes qui doivent verser des assurances, des pensions et une garantie liée au crédit immobilier. Au total, les sommes obtenues frauduleusement approchent les 250 000 livres. Il y a une assurance vie, des prestations liées aux anciennes carrières de John, des versements sociaux, et surtout une importante indemnité d'assurance destinée à rembourser un emprunt immobilier. Le plan atteint son objectif initial. La mort de John rapporte assez pour soulager les dettes. Cette réussite crée toutefois une nouvelle prison. Plus les organismes paient, plus John doit rester mort. Chaque livre versé transforme son retour en aveu. S'il réapparaît,
il ne retrouve pas simplement sa vie. Il révèle que le deuil, les recherches, le certificat et les indemnités reposent sur une mise en scène. Le couple a résolu son problème financier en rendant toute marche arrière presque impossible. Le plus étrange est qu'à ce moment-là, le défunt participe encore à la gestion de la vie du couple. Il utilise des ordinateurs, suit les comptes et réfléchit à l'avenir. Il ne veut pas seulement se cacher, il veut redevenir quelqu'un. Mais pour obtenir des papiers, voyager et s'installer ailleurs, il lui faut une identité qui ne soit pas officiellement morte. John Darwin cherche alors le nom d'une personne née à peu près à la même époque que lui, mais décédée très jeune. La méthode est connue depuis longtemps des fraudeurs. Retrouver l'acte de naissance d'un enfant mort encore nourrisson, puis utiliser cette identité en espérant que les systèmes administratifs ne relient pas automatiquement le registre des naissances à celui des décès. Il choisit John Jones. John Jones était un bébé de Sunderland, né quelques mois avant Darwin et mort après quelques semaines. Un homme officiellement mort emprunte donc l'identité d'un enfant qui l'est réellement. En octobre 2003, il obtient un passeport au nom de John Jones. L'un des détails les plus révélateurs de l'affaire est l'adresse utilisée dans la demande, celle de la maison d'Anne. Le faux John Jones reçoit ainsi un document de voyage lié au domicile de la veuve de John Darwin. Chaque élément pris séparément semble administratif. Un acte de naissance, une photographie, une adresse, un formulaire. Mais assemblés, ils permettent à un homme mort de recommencer à voyager. La fraude devient internationale. John explore plusieurs possibilités. Le couple envisage notamment Chypre. Il voyage aussi en Europe. Peu à peu, un pays s'impose, le Panama. Pour les Darwin, le Panama représente une sortie. Loin de Seaton Carew, personne ne connaît le gardien de prison disparu en mer. Anne peut vendre les propriétés britanniques. L'argent peut être transféré. John peut vivre sous un autre nom. Le couple imagine une existence plus chaude, plus libre, financée par la liquidation de ses biens et par les sommes obtenues après le faux décès. En juillet 2006, John et Anne se rendent ensemble au Panama. Ils rencontrent un agent immobilier. Puis ils posent pour une photographie. Le cliché est banal. 3 personnes sourient devant l'objectif. Pour le couple, ce n'est probablement qu'une image parmi d'autres, prise dans le cadre d'un projet immobilier. Mais John Darwin est officiellement mort depuis plus de 3 ans. Une photographie banale devient donc une preuve extraordinaire. Elle est publiée sur le site de l'agence Move to Panama. Et personne ne la remarque. Pas immédiatement. C'est l'un des paradoxes de l'époque. Internet permet déjà de laisser des traces visibles dans le monde entier, mais il n'existe pas encore de système capable de relier automatiquement chaque visage à chaque dossier. La photo est publique. Le certificat de décès l'est dans un autre univers administratif. Entre les deux, personne ne fait le rapprochement. John Darwin est donc caché à la vue de tous. Le couple poursuit son projet. Il achète des biens et envisage une activité au Panama. Anne vend progressivement les propriétés britanniques. En 2007, elle quitte finalement Seaton Carew pour s'installer en Amérique centrale. John pourrait croire que la partie la plus dangereuse est terminée. Mais une difficulté administrative apparaît. Pour régulariser durablement leur situation au Panama, les autorités demandent des vérifications et des documents de bonne conduite provenant du Royaume-Uni. John Jones risque alors d'être contrôlé plus sérieusement. Son identité de papier ne résistera peut-être pas. Le faux mort a trouvé un pays où vivre, mais il ne peut pas y prouver proprement qui il est. Il décide de revenir sous son vrai nom. La raison exacte de ce retour reste discutée. Les contraintes liées au visa ont joué un rôle important. John a aussi affirmé vouloir retrouver ses fils et réparer ce qu'il avait fait. Le juge estimera plus tard que le manque de ses enfants avait probablement compté. Mais son plan ne consiste pas à reconnaître la fraude. Il va inventer une seconde histoire. Le 1er décembre 2007, John Darwin entre au commissariat de West End Central à Londres. Il déclare qu'il pense être une personne disparue. Il dit souffrir d'amnésie. Il affirme ne plus avoir de souvenirs clairs depuis l'année 2000, soit avant même sa disparition. Dans une déclaration préparée quelques jours plus tard,
Il reconnaît avoir compris qu'une somme avait été versée parce qu'on le croyait mort, mais prétend ne pas avoir voulu frauder et avoir tardé à parler pour protéger sa famille. Le récit est fragile, mais l'événement est spectaculaire. Un homme déclaré mort revient après plus de 5 ans. Ses fils apprennent que leur père est vivant. Pendant quelques heures, leur histoire paraît basculer du deuil vers le miracle. Les médias reprennent l'histoire. La réapparition d'un disparu après 5 ans fascine immédiatement. On imagine une perte de mémoire, une errance, une vie dont même le principal intéressé aurait perdu la trace. Mais plus le récit attire l'attention, plus il devient vulnérable. John revient dans le monde au moment même où le monde dispose de nouveaux outils pour retrouver ce qu'il a laissé derrière lui. Celui qu'il croyait perdu se trouve dans un commissariat londonien. Il a vieilli. Il dit ne rien se rappeler. Il faut reconstruire un lien, comprendre ce qui lui est arrivé, l'aider à retrouver sa mémoire. Anne se trouve alors au Panama. À distance, elle joue la surprise et la joie. Mais la police a déjà des doutes. Des mouvements financiers, les voyages d'Anne et son installation à l'étranger ont attiré l'attention. Une enquête avait commencé avant même la réapparition de John. Puis une inconnue effectue une recherche d'une simplicité presque comique. Elle saisit dans Google les mots John, Anne et Panama. Parmi les images, elle trouve la photographie prise en 2006 dans les bureaux de l'agence immobilière. John et Anne sont côte à côte. Ils sourient. La date est indiquée. L'image est transmise au Daily Mirror et à la police de Cleveland. Publiée dans la presse, elle détruit presque instantanément l'histoire de l'amnésique revenue du néant et de la veuve stupéfaite. Lorsqu'Anne est confrontée à la photographie, elle reconnaît son mari. Elle comprend aussi ce que cela signifie pour leur fils. John est arrêté. Anne rentre au Royaume-Uni et est arrêtée à son tour. Le passage secret, le faux passeport, les voyages, les comptes, les courriels et les demandes d'indemnisation sont examinés. Une histoire qui paraissait invraisemblable devient un dossier judiciaire extrêmement concret. En mars 2008, John Darwin reconnaît 7 chefs d'obtention d'argent par tromperie et une infraction liée au passeport. Anne choisit d'être jugée. Elle ne conteste pas l'essentiel des actes matériels. Elle affirme avoir agi sous la contrainte de son mari. À l'époque, le droit anglais prévoit encore une défense particulière de contrainte conjugale pour certaines infractions commises par une épouse en présence de son mari. Cette règle ancienne ne correspond pas exactement à la notion moderne d'emprise ou de contrôle coercitif. Anne décrit un homme dominateur et manipulateur. Le ministère public montre cependant qu'elle a accompli de nombreuses démarches, géré des transactions et poursuivi le mensonge pendant des années. Des courriels affectueux échangés avec John fragilisent également sa défense. Le jury la déclare coupable de 6 chefs de tromperie et de 9 chefs liés au blanchiment d'argent. Le 23 juillet 2008, le tribunal prononce les peines. John Darwin est condamné à 6 ans et 3 mois de prison. Anne Darwin reçoit 6 ans et 6 mois. Le juge décrit une fraude déterminée, prolongée et sophistiquée. John en a été la force motrice, mais Anne y a joué un rôle essentiel. Pour le tribunal, les victimes les plus profondes ne sont pas seulement les compagnies d'assurance, les régimes de retraite ou les services de secours mobilisés inutilement. Ce sont Mark et Anthony. Leurs parents ne leur ont pas simplement menti sur de l'argent. Ils leur ont imposé un deuil. Ils les ont laissés imaginer les dernières minutes de leur père dans une mer froide. Ils les ont regardés chercher un corps qui n'existait pas. Ils ont accepté leurs paroles de consolation. Et lorsque les fils revenaient auprès de leur mère, l'homme qu'ils pleuraient pouvait se trouver de l'autre côté d'un mur. En 2009, la Cour d'appel refuse de réduire les peines. Elle insiste à son tour sur la trahison infligée aux 2 fils, entièrement innocents. Les autorités chercheront ensuite à reprendre le bénéfice du crime. Les procédures de confiscation s'étendront sur plusieurs années et conduiront à la récupération de centaines de milliers de livres, notamment à partir des biens détenus au Panama. L'affaire ne se termine donc pas au prononcé de la peine. L'administration que le couple avait trompée remonte patiemment le chemin de l'argent. Une grande partie de l'argent sera ensuite récupérée grâce aux procédures de confiscation et à la vente de biens. John et Anne sortiront de prison en 2011. Leur mariage ne survivra pas à l'affaire.
Anne exprimera plus tard publiquement sa honte et son regret, en particulier envers ses enfants. Les relations familiales resteront l'une des conséquences les plus douloureuses du mensonge. On pourrait retenir de cette histoire son aspect presque burlesque. Un canoë brisé, un mari caché derrière une armoire, une veuve qui partage sa maison avec son défunt, un faux passeport demandé à la véritable adresse du mort, un projet au Panama détruit par 3 mots saisis dans Google. Mais ce serait manquer l'essentiel. John Darwin n'a pas seulement simulé sa mort, il a transformé chaque institution en acteur involontaire de sa mise en scène. Les sauveteurs ont cherché un homme qui se cachait. Le coroner a dû conclure sans corps. Les administrations ont produit un certificat de décès. Les assurances ont payé. Les registres ont permis à un mort d'utiliser le nom d'un autre mort. Et au centre, 2 fils ont vécu dans une réalité fabriquée par leurs propres parents. L'affaire pose une question simple et terrible. À partir de quel moment un mensonge devient-il un monde ? Pour John et Anne Darwin, il a suffi de répéter les mêmes gestes. Une veuve répond aux condoléances. Un mort ne se montre pas. Les formulaires sont remplis. Les comptes sont déplacés. Les enfants sont tenus à distance. À force, l'absurde acquiert la solidité du réel. Pendant plus de 5 ans, John Darwin a vécu entre 2 identités. Dans les dossiers, il était mort. Sur son passeport, il était John Jones. Dans la maison voisine, il était toujours le mari d'Anne. Et pour ses fils, il était une absence. C'est peut-être cela qui rend cette histoire si troublante. On peut tromper une compagnie d'assurance avec un document. On peut tromper une administration avec une identité. On peut même tromper un pays avec un passeport. Mais pour vivre à côté de sa propre veuve, il faut faire quelque chose de plus grave encore. Il faut écouter ses enfants pleurer un père qui se tient juste derrière le mur et choisir de ne pas ouvrir la porte.